Bonjour et bienvenue à tous. Ce matin, nous allons parler de soufisme contemporain. En quoi ce mouvement spirituel qui a tant compté dans l'histoire de l'islam peut aujourd'hui encore, dans la diversité de ses formes, féconder la pensée et la pratique des musulmans et les rapprocher du cœur spirituel de leur religion. Pour en parler, nous sommes ce matin en compagnie de Mariam Septi. Bonjour à vous. Vous êtes docteur en philosophie, chercheur au CNRS, spécialiste de la philosophie et de la pensée musulmane. Et Jean-Jacques Thibon, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes professeur d'arabe et d'islamologie à l'INALCO, spécialiste de l'histoire de la spiritualité musulmane et auteur de nombreux ouvrages sur le soufisme. Mère Septi, une réaction à ce que nous venons de voir? Deux choses m'ont frappée, la question de la transmission et la question de l'échange, du dialogue. Et effectivement, le soufisme, enfin les confréries, les tariqas, donc les voies, sont un lieu de transmission. Chaque tariqa est relié à un maître, qui est relié à un maître, qui est relié à un maître, qui traditionnellement remonte lui-même au prophète. Donc il y a cette idée d'un patrimoine, de quelque chose qui est transmis et vivifié de maître en maître. Certains maîtres transforment la voix, mais c'est surtout cette question aujourd'hui qui est fondamentale pour moi, parce que les pays musulmans, la plupart, ont connu des colonisations, ont connu des ruptures dans leur cheminement historique, une perte de mémoire. Ce qui me frappe quand on parle aux jeunes aujourd'hui, c'est l'absence de repères historiques, on ne connaît pas les grandes figures, c'est un islam très simplifié. Et à l'inverse, les confréries peuvent être un lieu de transmission et de partage d'un héritage qui est perdu par d'autres endroits. Et l'autre, c'est le dialogue que permet... les tariqas sont des lieux de mélange aussi sociaux, puisqu'il y a des intellectuels, il y a des gens très simples, et ça, ce depuis tout temps, voilà, des gens très riches, des gens pauvres, et c'est un lieu de mixité sociale, et de dialogue et d'échange. Et ça aussi, ça me semble intéressant. Jean-Jacques Thibon, une réaction avant de nous faire un panorama peut-être du soufisme aujourd'hui dans le monde? Oui, alors, si vous voulez, moi je pense déjà qu'il faut rappeler qu'au XIXe siècle, les orientalistes pensaient que le soufisme était quasiment un état de mort cérébrale, enfin, ou allait disparaître. Or, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, non seulement il a survécu, il s'est adapté, mais il a aussi, dans certains pays, comme l'Asie centrale, l'Union soviétique, c'est le soufisme qui, pendant toute la période soviétique, a perpétué les traditions, a continué à transmettre justement cet héritage dont on parlait. Et donc, ça a été un formidable vecteur, effectivement, de préservation. Et on voit qu'il a finalement une vitalité qui se renouvelle, qui prend des formes qui sont certainement très différentes de celles qu'on connaissait à l'époque médiévale, mais il a toujours cette capacité de transmettre un message toujours vivant. Et il a gardé cette dynamique, c'est-à-dire aujourd'hui dans le monde, qu'est-ce qu'on sait finalement des confréries ou même des pratiques individuelles du soufisme dans le monde? Alors, c'est vrai que le confrérisme, pour certains, c'est la mort du soufisme, d'une certaine manière, parce que le patrimoine, on se demande si c'est un patrimoine spirituel qui est transmis ou si c'est un patrimoine matériel, disons-le clairement. Oui, ou des enjeux de pouvoir, oui. Voilà, oui, dans lequel il y a des enjeux. Mais malgré tout, ce qui est, je pense, intéressant, c'est que malgré ces aspects-là, il y a quand même toujours véhiculé un certain enseignement, d'abord, et une certaine formation. Et effectivement, pour des jeunes générations, c'est quelque chose qui est indispensable, qui permet d'avoir accès à un héritage particulièrement riche et méconnu, surtout de la plupart des jeunes. Quelles sont les grandes confréries, les grandes familles confrériques qui sont aujourd'hui encore bien vivantes et actives dans le monde musulman et en Occident d'ailleurs? Oui, alors je pense qu'une des plus importantes, c'est la voie Chazeli, qui a eu de très nombreuses ramifications, surtout sur pratiquement, on peut dire, l'ensemble du monde musulman, y compris en Indonésie, ou en Asie centrale et dans tout le Maghreb, à travers des voies qui se sont énormément ramifiées, mais qui ont toujours des représentants. Par exemple, on pourrait citer le cheikh Ahmed Ben Aliwa, qui est mort donc en 1934, de mémoire,
et qui a représenté, qui est dans cette lignée Chazeli et qui a lui-même diffusé très largement en Occident à travers de certains de ses disciples, en France en particulier, mais aussi en Grande-Bretagne, aux États-Unis, à travers un certain nombre d'intellectuels qui se sont nourris de son héritage et qui l'ont ensuite diffusé. Et Myriam Sefti, Je pense à la Turquie, où il y a plusieurs tariqa Mevlevi. L'une d'elles, et c'est quand même important de le précisons noter, peut-être Mevlevi, c'est-à-dire... liée à la voie fondée par Jalal ad-Din ar-Rumi, à Konya. Et c'est une voie qui est connue, même de manière folklorique, par les derviches tourneurs. Donc l'une de ces voies est dirigée par une femme, donc c'est important de le noter, qui commence à être, au début, elle a eu du mal à être reconnue par les autres maîtres des autres voies Mevlevi, parce qu'il y en a plusieurs, et qui s'impose petit à petit, qui est reconnue, qui est invitée, et ça c'est important. Donc voilà, aujourd'hui on peut avoir un maître spirituel qui commence à prendre de l'ampleur, femme en Turquie, qui s'appelle Hayat Nour Artiran. Et voilà, donc c'est... Qui est une infatigable, je dirais, commentatrice en fait de l'œuvre de Rumi. Rumi. Effectivement, elle a le titre de commentateur de l'œuvre de Rumi qui est transmis de maître en maître, Masnavi Khan. Et elle voyage dans le monde entier pour essayer de faire pénétrer dans la dimension éducative de l'œuvre de Rumi. C'est-à-dire que on lit Rumi pour se transformer. C'est pas une lecture seulement intellectuelle. C'est-à-dire que le maître spirituel va, à travers l'ouvrage de Rumi, avoir des outils pour éduquer l'âme des disciples et les éveiller petit à petit à l'amour et à cette transformation de soi qui est le but du soufi. Oui, tout à fait. Alors donc ça concerne beaucoup la Turquie, un peu les Balkans et puis le monde persanophone. Mais les grandes confréries connues aujourd'hui en France, Jean-Jacques Quibon, me semble, sont plutôt des confréries du Maghreb. Est-ce qu'on a une idée de leur importance au point de vue du nombre d'adeptes, en fait? C'est très difficile de donner des chiffres. Je ne veux pas trop m'avancer sur ce terrain parce que je crois qu'on ne peut être qu'approximatif. Bon, on sait qu'il y a une importance. Par exemple, on pourrait citer la voie Tijani, qui est une grande confrérie qui a pris naissance au XIXe siècle, qui est très présente au Sénégal. Il faut quand même penser qu'un pays comme le Sénégal, il y a presque un tiers de sa population qui est rattachée à cette confrérie. Donc, c'est pas forcément un phénomène marginal. Voilà. Il y a aussi... donc d'autres tariqas dans le Maghreb. On pourrait penser à la Boutchichi au Maroc, par exemple, qui est aussi une tariqa qui est très importante, qui comporte des milliers de disciples. Et je crois que c'est quelque chose d'important, Mariam l'a souligné, qui mélange des gens de niveau social, j'entends, très, très varié. Donc c'est pas quelque chose qui est... Enfin, il y a une forme de soufisme qui est élitiste, mais il y a une forme aussi qui n'est pas élitiste. Qui est très populaire, en fait. Voilà. Oui. Et au contraire, l'engagement dans le soufisme peut mélanger des gens qui sont de conditions très modestes avec des intellectuels de haut vol. Donc, c'est pas incompatible. Et ils peuvent très bien cohabiter ensemble. Oui, alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que ça s'est développé un peu à la périphérie du cœur du monde musulman. Dans quelle mesure les pays qui sont dirigés par des États affirmés comme musulmans, donc par des formes de théocratie ou d'autres, comment ils réagissent par rapport à la présence, précisément au sein même du peuple, de cette dynamique soufie? Alors, par exemple, si on prend un pays comme l'Égypte, c'est quelque chose qui est très institutionnel. C'est-à-dire que l'État contrôle les diverses confréries, elles sont répertoriées, reconnues, on sait qui est le maître de telle confrérie à tel endroit. Donc les États ont essayé évidemment de canaliser, voire d'utiliser ces confréries, mais en tout cas elles sont... elles ne sont pas marginales. Au Maroc, c'est pareil. En Algérie, je pense que c'est la même chose. Voilà, les pouvoirs politiques ont toujours veillé à contrôler
ce qui se passait au sein des confréries. En revanche, Non, je pensais au Maroc, effectivement, où le Maroc cherche à mettre en avant son islam modéré, son islam ouvert, et le pouvoir marocain met vraiment en avant son patrimoine soufi. Le Maroc est un grand pays de soufisme, il l'a toujours été. Donc il y a un festival soufi, il y en a même 2, je crois. C'est quelque chose qui est très valorisé par le pouvoir en place, parce que ça... Quelqu'un l'a dit tout à l'heure dans le reportage, c'est considéré comme un rempart, effectivement, à une certaine forme de lecture littéraliste et fanatique de l'islam. oui, mais alors du coup, c'est peut-être aussi pour ça qu'en Arabie Saoudite ou en Iran, les soufis ne sont pas loin d'être tolérés. Oui, effectivement, il y a des pays où, pendant très longtemps, les soufis ont été interdits. En Arabie Saoudite, c'était le cas. C'est peut-être un petit peu moins vrai maintenant. Le pouvoir politique a sans doute vu que une légère ouverture pouvait lui être favorable. Mais c'est évident que certains pays sont très hostiles au soufisme pour des raisons qui ne sont pas forcément d'ailleurs toujours très bonnes. Mais il est vu comme effectivement un mouvement qui ne serait pas inscrit dans une certaine orthodoxie revendiquée sous des formes différentes. Oui, alors justement, comme le soufisme a pour les uns mauvaise presse, pour les autres au contraire bonne presse, puisque c'est une spiritualité beaucoup plus ouverte, les valeurs éthiques du soufisme peuvent être considérées comme des valeurs universelles, Jean-Yves Thibon. Absolument, absolument. Je pense que d'ailleurs, si vous voulez, dans le soufisme, il y a à la fois une dimension qui peut être ésotérique et initiatique, qui est disons, peut-être pas réservée à tout le monde, mais il y a aussi une dimension éthique qui est très forte et qui, là, peut toucher tout le monde. Et je pense qu'il y a différentes voies qui existent, et je pense que le soufisme propose, justement, est susceptible de proposer un message et des valeurs universelles, effectivement, qui permettent de dépasser, justement, le monde matériel et exclusivement matériel. Pardon, le mot proposition que vous avez utilisé est très intéressant et important. Voilà, c'est une proposition, c'est quelque chose qu'on offre et la personne choisit ou refuse. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, en particulier en France, mais de manière générale en Occident, et même peut-être dans les pays musulmans eux-mêmes, il y a quand même cette idée que l'islam se réduit à un corpus de lois. Et c'est une idée qui est partie quand même, c'est vrai, de l'Arabie, du wahhabisme. Alors, comment on peut utiliser ces idées qu'il y a dans le soufisme, ces idées vivantes qui sont dans le patrimoine du soufisme, pour faire comprendre que l'islam, ce n'est pas, en tout cas, que ça, que l'islam a beaucoup d'autres propositions à faire. Est-ce que, justement, le soufisme n'est pas, le soufisme dans un sens large, n'est pas le moyen d'y arriver? C'est ça, en fait. Mais ça, je pense que ça a été dit aussi dans le sens où tous ces outils Internet, tous ces sites qui essayent de transmettre par des masterclass, par des conférences, Conscience Soufie fait beaucoup, enfin tous les 3 sites qui ont été cités. Donc effectivement, il y a un moyen hors des confréries. Tout le monde ne peut pas aller dans une confrérie faire du dhikr le jeudi soir, mais il y a cet accès qui est numérique, qui est vraiment extraordinaire. Parce qu'on peut rester extérieur et se nourrir de cet héritage sans forcément entrer dans une confrérie ou s'engager. Donc oui, il y a à l'université aussi, tout ça peut être transmis et dans ces sites qui sont des initiatives individuelles. Jean-Jacques Thibon, oui, sur ce sujet. Oui, il y a en fait ce qu'il faut combattre, c'est surtout l'ignorance, parce que finalement, c'est ça le point le plus dramatique, c'est que pourquoi l'islam est ramené à quelques principes légaux, c'est par pure ignorance de son héritage qui va très largement au-delà de quelques petites règles que l'on applique, qui démontrent simplement une espèce de religiosité qui ne montre finalement que de l'extérieur d'une pratique, alors que le soufi cherche à vivre au fond de lui-même, finalement. C'est pas l'extérieur tellement qui compte, c'est ce qu'il a au fond du cœur.
Et la preuve que le soufisme est mal connu, c'est que dans les pays du Maghreb, il y a encore un siècle, le soufisme était quelque chose de commun et de courant, que ce soit au Maroc, que ce soit en Algérie, que ce soit en Tunisie. Et on a perdu, enfin, les jeunes générations ont perdu la mémoire de cette histoire. Et c'est ça qu'il faut leur enseigner, finalement. Oui, et d'ailleurs, c'est aussi peut-être grâce à ce patrimoine du soufisme qu'on peut aussi montrer comment les pratiques artistiques peuvent être, y compris au sein de l'islam, nourries par le patrimoine. La musique, la poésie, la danse. On parlait tout à l'heure des confréries turques, que la danse est très important. Le dhikr, c'est souvent du chant. La tariqa alaouia, les femmes chantent beaucoup. Il y a des réunions avec du chant, donc et elle les nourrit, elle leur donne une justification, elle les fonde. Alors qu'aujourd'hui, justement, tous ces sites wahhabites qui ont pris trop d'importance et qui ont nourri toute une génération, interdisent la danse, interdisent la musique, interdisent le chant des femmes. Donc c'est tout un patrimoine, effectivement, que le soufisme permet de réintégrer, de se réapproprier. Et auquel aussi le soufisme insuffle une dimension spirituelle. C'est-à-dire c'est pas justement, c'est pas de l'art pour l'art, c'est vraiment l'art devient un moyen d'accéder à la connaissance et à la beauté. Absolument. Et je pense en particulier justement à la poésie, qui est quand même peut-être un des modes d'expression qui est privilégié par les soufis, qui est très utilisé dans les séances de zikr, etc. Comment dire, dans ces séances-là, on voit bien que la poésie est susceptible de transmettre des messages qui s'adressent à un public très varié. Parce que le propre de la poésie, c'est de suggérer, d'ailleurs les soufis préfèrent l'ishar à l'ibar, c'est-à-dire qu'à l'expression claire, on préfère montrer du doigt, je dirais, ou indiquer, pointer vers, et puis chacun peut voir ce qu'il est capable de voir finalement. Donc c'est pas quelque chose qui est figé, fermé, mais c'est au contraire quelque chose qui est ouvert et qui peut s'adapter donc à des publics différents. C'est pour ça qu'on peut avoir à la fois un manuel et un intellectuel qui peuvent cohabiter, parce que chacun est susceptible de prendre ce qui va le nourrir. Oui, l'idée derrière, c'est que la vérité n'est pas univoque. Alors qu'aujourd'hui, justement, dans tous ces sites, il y a une vérité qui est souvent la loi. Là, c'est l'idée que la vérité, elle n'est pas univoque et que chacun la reçoit en fonction de son niveau, à la fois intellectuel, spirituel, etc. Donc, le discours n'est jamais imposé. Et ça, c'est très important aujourd'hui. C'est-à-dire, face à un dogmatisme rigide et sévère, on a cette idée que la vérité, elle est multiple, qu'elle est plurielle et que chacun la reçoit en fonction de sa daraja, de son niveau, de son degré. Oui, donc on pourrait dire que le soufisme pourrait être considéré vraiment comme un humanisme contemporain, riche de ce patrimoine. Oui, il est absolument un humanisme, mais un humanisme... il faut encore savoir ce qu'on met derrière ce terme, c'est-à-dire, c'est pas un humanisme au sens où l'humain est la fin ultime de l'homme, mais au sens où le soufisme véhicule des valeurs morales, éthiques, qui sont effectivement partagées par tous les hommes, qui peuvent être partagées par tous les hommes. Alors, on voit aussi dans le sujet une allusion au fait que les confréries soufis sont aussi des lieux de partage, des lieux où se pratique la charité, qui est une des très grandes valeurs de l'islam, très souvent ignorée. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, sur ce sujet, à propos du rôle du soufisme? Pardon, elle est fondamentale. Quand on ouvre le Coran, ça revient, c'est un leitmotiv, donnez, partagez, nourrissez les pauvres, donnez de ce que je vous ai donné, Dieu vous a donné, donc partagez, donnez. Et les soufis, c'est vraiment, c'est au cœur du soufisme. Donner au-delà de ce que la loi demande de donner, qui est très peu finalement, c'est partager ce qu'on a, nourrir les pauvres. Les tariqas sont des lieux d'accueil, de refuge pour les gens qui n'ont pas, de formation aussi.
il y a des tariqas qui forment intellectuellement, d'autres manuellement. Donc c'est vraiment des lieux essentiels dans la société. Ils l'ont été en tout cas de partage et de faire en sorte que la société soit moins injuste. Jean-Jacques Thibon. Oui, en fait, ces valeurs-là sont les valeurs fondamentales de l'islam. Donc elles sont aussi pratiquées, on le voit même dans les mosquées, quand c'est la période de Ramadan, les distributions de soupe, etc. Donc les soufis aussi, j'allais dire, pratiquent ce partage, mais ils ne sont pas les seuls à le faire. Il ne faut pas non plus qu'ils revendiquent qu'ils tirent la couverture à eux, vous voyez. Mais effectivement, ça fait partie. Tout à l'heure, si vous voulez, pour donner une définition du soufi, il y en a une qui me vient là maintenant. Soufi la yamlik wa la yumlak. Le soufi, il ne possède rien et il n'est possédé par rien. C'est-à-dire qu'il ne doit pas être attaché à ce monde et bon, il ne doit rien posséder. Ça, évidemment, quand on regarde même les soufis de nos jours, on en voit peu qui sont capables d'aller à ce niveau-là. Mais encore une fois, évidemment, on ne peut pas le mettre en pratique comme ça aussi instantanément, mais ça peut être un horizon. Ça peut être un horizon qui nous montre en tout cas que justement le partage est fondamental, même si on conserve par-devers soi un certain nombre de choses. Oui, et alors l'autre chose qu'on voit dans le sujet, c'est la question du dialogue. À un moment, il y a je crois que c'est d'ailleurs lui-même un maître soufi qui dit, au fond, on est un lieu d'accueil pour toutes les traditions. Est-ce qu'on peut dire aussi que c'est une des spécificités du soufisme, c'est d'être ouvert, au fond, à tous les vents de la tradition, tout en restant fidèle à ses propres fondements? Oui, il me semble que, comme on le disait tout à l'heure, c'est vraiment un lieu d'échange rare dans une société comme la société moderne, qui est très cloisonnée, plus encore que dans les temps anciens, où on peut... je vois au Maroc, où le pays est quand même marqué par des différences sociales très, très dures. Dans une tariqa soufi, on va rencontrer quelqu'un d'extrêmement riche, assis à côté de quelqu'un, et qui vont être sur le même plan d'égalité. Donc, il y a vraiment ça. Et puis, de plus en plus, les maîtres actuels sont ouverts d'une tradition à l'autre. Donc, on va accueillir quelqu'un d'une autre tradition. C'est vraiment, oui, un lieu de pluralité, d'échange, il me semble. Jean-Jacques Thibon. Oui, la phrase de Ibn Arabi, bien connue, ma religion, c'est la religion de l'amour, encore une fois. Donc, cette ouverture aux autres, effectivement, et je pense quelque chose que les soufis plus particulièrement possèdent, et c'est peut-être ce qui les rend plus aptes, disons, à s'inscrire dans la modernité, puisqu'on voit bien que maintenant on n'est plus dans des aires, même géographiques, qui sont cloisonnées, qui sont fermées. On doit s'ouvrir à la diversité, aux autres traditions, aux autres pratiques, et il me semble que dans le soufisme, dans un certain soufisme, en tout cas, il y a fondamentalement cette acceptation de l'altérité. Eh bien, merci beaucoup d'être venu nous éclairer sur ce soufisme contemporain et toute cette diversité incroyable qu'il nous présente. Et donc, pour aller un peu plus loin, quelques livres. Alors, sous votre direction, Myriam Septi, en collaboration avec Daniel de Smet, Sans fiche pour comprendre l'islam. C'est publié aux éditions Bréal. Et je crois que c'est un livre vraiment très, très utile, parce que ça explique point par point des choses très importantes à savoir sur l'islam. Donc, traduit et présenté par vous, Jean-Jacques Thibon, Les générations des soufis, ouvrage fondamental de Soulami dans lequel sont présentées les figures des premiers grands soufis, du soufisme originel. Donc, c'est publié chez Brill. De Cheikh Khaled Bentounes avec Bruno Solt, La fraternité en héritage, histoire d'une confrérie soufie. C'est chez Albin Michel et en fait, c'est une présentation de la confrérie Alaouia dont le cheikh Khaled Bentounes est aujourd'hui le maître. Et puis, vous l'avez cité, Hayat Nour Artiran, donc cet ouvrage qui est intitulé Rumi et dans lequel cette femme maître d'une des branches de la Mevlevia commente en fait les poèmes de Rumi et le sous-titre c'est L'épreuve de l'amour, publié chez Bayard. Éric Geoffroy, L'islam sera spirituel ou ne sera plus.
C'est une nouvelle édition augmentée d'un livre qui a eu beaucoup de succès et qui a beaucoup fait parler de lui à l'époque où il était sorti. C'est publié aux éditions du Seuil. Et en fait, l'idée de base étant que si l'islam continue à se dessécher, il ne survivra peut-être pas, alors qu'il peut être complètement régénéré de l'intérieur par ce patrimoine et cette tradition qui est le sien. Et enfin, donc, du même Soulami qu'on a cité tout à l'heure, Femme soufie, suivi de La sainteté féminine dans la géographie islamique par Michel Chodkiewicz. C'est publié aux éditions Entrelacs et c'est suffisamment rare qu'un maître soufi parle de femmes soufis et fasse un ouvrage entier sur le soufisme féminin, surtout que dans le soufisme contemporain, les femmes jouent un rôle très important. Je vous remercie beaucoup d'être venu ce matin sur le plateau de l'émission Islam. Je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à très bientôt.